Donc pour la deuxième présentation, on va rester dans le monde de l'optimisation des tournées. Alors c'est aussi un plaisir de présenter la deuxième. Alors c'est pas la start-up de l'équipe, mais ils nous ont pris il y a plein d'employés qui ont été formés dans le master de Bordeaux ou qui sont passés dans l'équipe, donc ça fait aussi plaisir de voir Mapotempo. Donc Gwenaël Rowe va nous présenter l'épreuve du réel pour les tournées de véhicules. Un titre un peu clinquant. Voilà, donc Mapotempo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entreprise dont la commercialisation a eu lieu en 2014. Et le projet, donc, c'est d'apporter l'optimisation des tournées de véhicules à tout type d'entreprise. Puisque le constat a été fait au moment de la création de Mapotempo que les solutions existantes, historiques, étaient, comme le disait François ce matin, plutôt ciblées pour des grosses entreprises, des entreprises qui sont très structurées, qui ont des gens qui ont des compétences en interne pour traiter ce type de problème. Donc l'idée avec Mapotempo, c'était d'apporter ces compétences-là, les simplifier, en tout cas les démocratiser, pour les apporter à tout type d'entreprise, en particulier avec l'essor des entreprises du e-commerce. Donc on va refaire un petit retour simple sur ce qu'est le problème les problèmes de tournée de véhicules. Donc le problème le plus courant, enfin le plus commun qu'on retrouve le plus largement, ça va être le problème de voyageurs de commerce. Donc l'objectif, c'est de minimiser la distance parcourue. On a un véhicule et on doit réaliser une tournée qui passe par tous les points, en ayant un point de départ et un point de fin qui sont identiques. Donc ça, c'est le problème de base. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un problème un peu plus large. Donc c'est les problèmes de tournée de véhicule routing problem, où là, on va voir une flotte de véhicules qui va être potentiellement surdimensionnée par rapport au nombre de tournées qu'on va pouvoir réaliser, ou qui vont être nécessaires pour effectuer toutes nos livraisons. On peut également avoir des points de départ ou pas, des points de fin, qui sont liés ou pas entre eux, et on va pas forcément même pas avoir l'obligation de passer par tous les points. Et à tout ça, on va également rajouter tout un ensemble de contraintes. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme variante? Eh bien, on peut avoir des problèmes avec des matrices symétriques, des matrices asymétriques dans le cas où les trajets ne sont pas les mêmes à l'aller ou au retour. On va avoir des multidépôts, comme je vous le mentionnais, donc avec des points de départ, des points de fin qui vont être différents, existants ou non. On va avoir des flottes de véhicules qui vont être homogènes, donc tous les véhicules sont identiques, et des flottes hétérogènes, à la fois par les propriétés des véhicules, en termes de contraintes horaires, en termes de coûts ou même en termes de dépôt. Et on va voir également des contraintes de capacité de produits sur les distances ou sur les capacités d'emport des véhicules. D'un autre côté, on va également avoir des contraintes sur les horaires des véhicules, sur la cadence des visites sur lesquelles on va effectuer nos visites sur des points de livraison. Et on va également avoir des problèmes donc, périodiques avec un horizon de temps qui va être plus large qu'une seule journée éventuellement. Donc sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Et on peut également rencontrer des problèmes de précédence entre les différentes visites. Donc ça, c'est un panel très restreint des contraintes qu'on peut retrouver dans la littérature et dans les cas réels. Donc on essaye de traiter quand même un maximum de ces points-là. Dans la littérature, qu'est-ce qu'on retrouve dans les instances de benchmark? Très souvent, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, là c'est les instances de Taillard, on va avoir des points qui sont répartis de manière uniforme sur le territoire. On va avoir des instances un peu plus exotiques, comme les instances de Golden en bas à droite, là, qui sont placées de manière concentrique et complètement symétrique. Et on va retrouver des instances qui sont un peu plus proches de ce qu'on retrouve dans la réalité, au centre, avec des constructions uniformes et autour de centroïdes. Du coup, ce qui nous donne une répartition qui est beaucoup moins uniforme sur l'ensemble de l'instance. Et généralement, on a uniquement des distances à vol d'oiseau. Également, sur les quantités, sur les demandes qu'on va devoir livrer aux différents points de livraison, on va, au centre, on va avoir une répartition uniforme éventuellement sur un intervalle donné. On peut également avoir certains pics sur certaines valeurs, ou alors simplement on découpe les demandes en deux ensembles. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les calculs de distance, comme je vous l'ai mentionné juste avant? Eh bien très souvent ça va être des distances euclidiennes, donc distances à vol d'oiseau. Donc tout
tout cas dans les cas réels, c'est un peu difficile de trouver un comparatif entre les instances académiques et la réalité, puisque les distances routières, comme vous savez, il y a des sens uniques, il y a des déviations, donc c'est un peu difficile de comparer ces méthodes-là. On a quelques instances qui essayent de recoller à ça, c'est le cas là c'est un ensemble d'instances sur le problème de flotte hétérogène. Il n'y a que jusqu'à maintenant les instances de Duhamel et associés qui ont des distances routières. Par contre, le calcul de la matrice a été fait uniquement d'un point I vers J et pas de J vers I. Donc en fait, elles sont complètement symétriques, donc il n'y a pas du tout de prise en compte des sens uniques ou des changements d'itinéraire selon l'aller ou le retour. Par contre, fait intéressant, c'est que sur cette instance-là, l'inégalité n'est pas triangulaire n'est pas respectée. Donc pour aller d'un point A à un point B, vous voudrez que normalement sur une matrice qui respecte l'inégalité triangulaire, passer par un point C allonge ou est au mieux égal en termes de distance. Ça, c'est pas forcément vrai dans les calculs de matrice que nous on peut faire, puisque généralement les calculs de matrice sont faits au plus rapide et les objectifs sont au plus court. Donc pour aller d'un point A à un point B, on prend la route la plus rapide, c'est pas forcément celle qui est la plus courte. Donc ça c'est un choix qui est organisationnel. Également dans les instances qu'on a académiques, jusqu'à maintenant c'était des instances qui allaient de 27 points à 1000 points. Et nous dans la réalité, on a des instances qui vont effectivement de très bas, par exemple 5 points, et qui peuvent monter très haut, 20 000, c'est une estimation pas exagéré de ce qui peut se faire. Donc également pour recoller à la réalité, il nous faudrait donc à la fois des distances routières, mais également avoir des données qui nous permettent, quand les clients nous envoient leurs données, de pouvoir caler leurs points sur le réseau routier. Puisque les points ne sont pas forcément accessibles, ils sont positionnés à l'adresse du client. Peut-être si l'adresse est au milieu du bâtiment, il va falloir le replacer sur le réseau routier pour pouvoir effectivement dire au chauffeur, tu te gares dans la rue au pied du bâtiment, tu n'as pas besoin de rentrer dans le bâtiment avec ton véhicule. Donc ça c'est un premier pas vers la réalité, pour recaler en fait la donnée qui nous est transmise, pour pouvoir la manipuler et la traiter. Également, dans nos calculs d'itinéraire, il va falloir traiter ceci selon les types de véhicules et selon les restrictions qui sont appliquées à chaque véhicule. À gauche, ici, vous avez un calcul d'itinéraire en véhicule léger. Donc là, on est sur Bordeaux, on peut passer sur les quais pour aller livrer les 3 points qui se retrouvent au nord. Et par contre sur la droite on a un véhicule poids lourd qui lui est obligé d'éviter les voies sur les quais, et également même sur le secteur dans lequel il doit effectuer la livraison, il doit effectuer des détours. Ça c'était jusqu'à maintenant relativement anecdotique, puisque en fait sur une flotte de véhicules, on n'avait pas trop de restrictions. Si on était avec des flottes poids lourds, on était généralement en dehors des villes. Mais maintenant, avec les changements de législation, on se retrouve en centre-ville, avec notamment le dispositif critère qui va progressivement interdire les véhicules thermiques en centre-ville. Donc on se retrouve avec une flotte de véhicules légers, dont certains vont pouvoir parcourir les voies en centre-ville et certains autres vont être complètement interdits de transit. Pour pouvoir traiter ça, nous on utilise OpenStreetMap pour extraire le réseau routier, qui nous permet donc de projeter à la fois nos points sur ce réseau-là, sur le réseau routier, et qui va nous permettre de calculer les itinéraires. À ça, pour nos profils de vitesse, on applique des pondérations en fonction du type d'usage des sols. Ça, c'est des données qui sont orchestrées au sein d'un projet européen qui s'appelle Copernicus, et en particulier en France, ces données-là sont agrégées par l'IGN. Donc ce qui nous permet, vous pouvez le voir, en centre-ville ici de Nantes, on va avoir un secteur en rouge qui va être l'hypercentre. On va vouloir appliquer une pondération qui va être beaucoup plus lente sur nos axes routiers. En orange, on va avoir une pondération moyenne, et du coup en zone périurbaine, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus léger. Ce qui nous donne en fait, quand on applique ça dans notre calcul d'itinéraire, dans le calcul d'itinéraire qu'on utilise en tout cas au SRM, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, on va voir une pondération
à la fois en fonction du type de voie et en fonction de la densité, enfin, de la représentation de la densité de population qu'on se fait avec le filtre précédent. Avec OSRM 21, on commence à avoir des calculs de matrices bidimensionnelles à la fois en temps et en distance qui sont très intéressants. Et là, pour une matrice 1000-1000, en temps et en distance, on est sur l'ordre de 20 secondes. Ce qui nous laisse présager de pouvoir monter à des charges qui vont être de 3 à 4000 points dans un temps qui reste relativement accessible vis-à-vis du temps d'optimisation qui va être passé derrière. Un autre point sur lequel je voudrais venir, pour pouvoir recoller à la réalité, eh bien, il y a plein de moyens pour qu'un point devienne inaccessible, en tout cas non traitable dans un cas réel d'optimisation. Premièrement, un point, il n'est pas forcément projeté sur un graphe qui est connexe au réseau routier principal, donc on ne va pas pouvoir aller le livrer. Également, s'il a un mauvais géocodage, il va être positionné pour le client, lui, il va s'attendre à ce qu'il soit placé en plein centre de centre-ville, en plein centre-ville de Bordeaux par exemple, alors que le géocodage va le placer en Martinique. Donc il va de fait être pas forcément déconnecté du graphe principal, mais en tout cas le temps ou la distance pour aller l'atteindre vont être extrêmement longs. Également, on peut avoir des cas où la flotte est sous-dimensionnée, donc il va falloir faire un choix sur les points à livrer. Les quantités à livrer vont être potentiellement hors gabarit des véhicules, donc on ne peut pas les emporter. On peut avoir également des contraintes horaires qui sont complètement incohérentes. Et également, ne pas traiter les points dans une optimisation, ça peut être part entière du problème. Et on va avoir des problèmes de revenu management, où on va dire, je vais avoir les tournées les plus rentables possibles, donc je vais extraire les points qui vont me générer en fait de la perte. Un autre point sur lequel on peut recoller la réalité, c'est également la prise en compte de la préférence organisationnelle. On a rencontré pas mal de cas où, dans l'activité, les livreurs préfèrent commencer leur tournée le plus loin possible et revenir progressivement vers le dépôt. Ça a un avantage organisationnel, c'est que le livreur, en fait, il va partir le plus loin possible. Et dans l'optimisation, on va faire revenir progressivement vers le dépôt. Comme ça, en fin de tournée, il sera proche du dépôt. Et au cours de sa tournée, il va éviter également les allers-retours entre les différents quartiers. Et on peut également imaginer ça pour finir le plus loin possible. Donc ça, c'est une autre question. Mais on peut également, pour prendre en compte les préférences organisationnelles, prendre en compte un trajet maximum entre deux visites. Voilà, les trajets de départ et de fin, on peut faire peu importe le parcours qu'on doit faire, mais une fois qu'on a commencé à attaquer les clients, on veut avoir un temps d'interruption qui est le plus court possible. On peut également vouloir commencer les tournées le plus tôt possible ou finir les tournées le plus tard possible, ce qui va en fait caler la tournée soit vers le début, soit vers la fin, s'il y a des créneaux horaires. Également, on a des préférences pour sectoriser les tournées, équilibrer les tournées et gérer les équipages. Est-ce qu'on veut répartir la charge de travail sur les différents livreurs? Comment ça s'architecture chez nous? On a tout un ensemble de projets qu'on utilise. En bleu, ça va être les projets qu'on développe chez Mapotempo et qui sont open source. C'est plus tout à fait le cas pour Fleet API. En violet, ça va être un projet chez Mapotempo qui est donc fermé. Et en vert, ça va être les projets open source qu'on utilise au sein de nos autres produits. Donc en bleu, tout en haut, on a Mapotempo Web, qui est une interface graphique qui propose également des API sur lesquelles on va pouvoir effectuer des manipulations sur les données, des manipulations sur les tournées. En fait, on va donner la main au planificateur sur ces données pour pouvoir déjà vérifier que ces données sont correctes, lancer des optimisations et faire des ajustements à la marge sur les tournées qu'on lui propose. Mapotempo Web va pouvoir appeler Router API qui va, selon le type de véhicule qu'il va utiliser, l'orienter vers le bon calcul d'itinéraire, calculateur d'itinéraire. Ici, je vous ai uniquement représenté OSRM, mais on peut utiliser d'autres calculateurs d'itinéraire, notamment pour les poids lourds et pour les transports en commun. Sur la gauche, c'est Fleet API et Mapotempo Live. Et donc là, on va pouvoir communiquer avec les livreurs, leur envoyer leur tournée et recevoir des feedbacks du terrain pour les aléas. Et côté optimisation, donc Optimizer API qui va orchestrer un petit peu tout ce qui est optimisation, comme son nom l'indique,
et qui va prendre le problème, le traiter, éventuellement agréger les données qui vont être nécessaires, en particulier les calculs de matrice, et appeler le solver qui va correspondre le mieux aux besoins du problème qui est à traiter. Donc nous, côté optimisation, on utilise deux outils principalement. Vroom, qui est développé par Julien Coupet à Dijon, et qui, en tout cas de notre côté, nous permet de résoudre les problèmes de voyageurs de commerce, puisqu'il Vroom embarque des bibliothèques d'heuristiques très rapides sur des problèmes de tournée de véhicules. Donc on pourrait traiter également des problèmes de VRP avec capacité d'emport des véhicules, de contraintes horaires ou de pick-up and delivery. Où là, on va devoir collecter un colis à un endroit et le livrer à un client bien particulier. Donc on travaille régulièrement avec Julien sur ces problématiques. Voilà. Également, on utilise ORTools pour tous les autres problèmes qu'on va essayer de traiter. Donc ORTools, c'est un solver qui est développé par Google, qui embarque un solver de programmation par contrainte, sur lequel ils ont greffé une librairie dédiée au routing, avec un ensemble d'heuristiques et une méta-heuristique pour pouvoir effectuer des recherches locales suite aux heuristiques d'initialisation. Donc on va revenir un petit peu à ce qui se fait dans la littérature. Donc comme je vous le disais, les instances jusqu'à maintenant c'était de 20 points à 1000 points. Donc c'était des instances qui correspondaient pas forcément aux cas les plus durs qu'on rencontrait dans la réalité. Mais l'année dernière, Arnold et associés ont sorti des instances qui représentent des cas en Belgique qui vont de 13 à 12 000 points. L'inconvénient, c'est que la distance est toujours euclidienne. Donc on n'est pas encore tout à fait dans le cas qui nous intéresse. Voilà. Avant de passer aux méthodes d'optimisation qu'on a mis en place pour pouvoir traiter les problèmes de relativement grande taille, donc qui commencent justement vers au-dessus de 1000 points, 3000 points, eh bien, je voudrais vous introduire quelque chose qu'on a mis en place. Eh bien, on a mis en place une version modifiée de K-means pour pouvoir correspondre à nos besoins, qui n'est pas forcément très cohérent avec l'esprit de K-means initial. Mais l'idée, c'est de pouvoir prendre en compte une pondération qui est différente pour chacun des points, avec une limite de taille sur nos clusters. Donc, premièrement, quand on arrive sur cette version modifiée de K-means, eh bien, on définit les incompatibilités entre les différents points à livrer, notamment en prenant en compte ce qu'on appelle les skills. Donc, c'est les particularités à livrer pour pouvoir livrer les points. Donc, ça va être, par exemple, des camions frigorifiques ou des camions qui prennent des produits frais. Également, on définit des limites pour les clusters, que ce soit en termes de durée de travail, qui vont être uniques pour chacun des véhicules, et sur les quantités. Ensuite, pour initialiser K-means, on lui définit des centroïdes. Ensuite, on agrège les points au centroïde le plus proche pour constituer des clusters. Et ça, on l'effectue jusqu'à ce qu'on atteigne les limites de nos clusters. Et ensuite, on va pondérer la distance pour essayer de répartir la charge sur les clusters les plus proches. Donc ça, on l'effectue sur différentes itérations jusqu'à convergence ou jusqu'à atteindre une itération maximum. Donc ça, on va l'utiliser en particulier dans l'approche dichotomique qui a été développée par Mickaël, qui se trouve ici présent, et à Lille. Pour nos calculs de matrice, comme je vous l'ai dit, pour 1000 points, c'est 20 secondes. On se dit que on va pouvoir calculer une matrice dans un temps raisonnable, dans un esprit, en tout cas, on va pouvoir le faire jusqu'à un ordre d'idée jusqu'à 5000 points. Par contre, au ORTools, on va rencontrer des problèmes une baisse du ratio de qualité en termes entre qualité d'optimisation et temps de calcul au-dessus de 500 points. Il va commencer à faire moins d'itérations, moins d'améliorations. Donc on a besoin d'avoir quelque chose qui nous permette de casser le gap entre ces 500 points et ces 5000 points avec notre matrice complète. Comment on procède? Eh bien, notre approche dichotomique, comme son nom l'indique, on va essayer de couper le problème en deux. Et ça, on va l'appliquer de manière récursive. Donc on va couper notre problème en deux, pas en termes de points, mais en termes de charge de travail.
de manière progressive, jusqu'à ce que nos clusters, nos groupes de points atteignent soit 3 véhicules, soit un environ de 100 points à servir. Une fois qu'on a des petits groupes dans notre arbre de 3 véhicules ou 100 points, eh bien on se dit qu'on est dans une zone de confort pour AirTools, et donc on va pouvoir lui donner des problèmes qui sont complexes à résoudre, dans un temps de résolution qui sont courts, pour avoir des améliorations rapides, des itérations très rapides. Donc également, comme on est tout en bas de notre arbre de résolution, on se dit, comme on est dans un voisinage qui est très restreint, eh bien si on effectue des détours trop importants, on va laisser de côté les points, on se dit, eh bien ça va être plus haut dans notre arbre de résolution. Donc comment ça se représente? Voilà, donc on a un problème de 500 points avec deux véhicules, on va le découper en deux. À gauche, on va avoir 275 points, à droite 225. On continue ça. Là, on atteint 150 points, 125 points et 3 véhicules de chaque côté. Donc, on peut commencer à résoudre. De notre premier côté, tout en bas à gauche, on va effectuer une première optimisation. On va pouvoir affecter 140 points avec deux véhicules, ce qui est plutôt pas mal. 110 points à droite avec deux véhicules également, c'est très bien. Et comment on procède pour remonter? Eh bien, on va se dire, les véhicules non utilisés jusqu'à présent, c'est pas grave, puisqu'on va pouvoir les utiliser plus haut. En remontant dans notre arbre, on va augmenter le coût d'exclusion, puisque là on se dit, on va pouvoir explorer, on va avoir des voisinages qui vont être un peu plus larges, donc je veux pouvoir agréger plus de points. Également, en remontant dans notre arbre, eh bien, on se dit, je veux quand même conserver ma zone de confort pour AirTools, donc je redécoupe aléatoirement mes tournées pour garder des groupes d'environ 100-200 points avec 3 véhicules. Donc je veux répartir mes véhicules comme ça sur des sous-problèmes de manière aléatoire, et j'espère que quand j'effectue des itérations entre ces véhicules, ils s'échangent des points pour optimiser mes tournées, et je vais pouvoir également réaffecter des points qui étaient non assignés jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est ce qu'on effectue. Donc on remonte là en premier niveau, donc on a découpé en deux sous-problèmes. On a de le premier côté, on a pu affecter 135 points, de l'autre côté 125, sachant qu'il faut se rappeler qu'on a effectué des permutations dans mes sous-problèmes pour avoir, on a réparti les tournées de manière aléatoire dans mes sous-problèmes. Du coup, là à gauche, on a 3 véhicules qui sont utilisés maintenant, à droite, dans le sous-problème 2, 2. Et j'effectue la même chose de mon autre côté de l'arbre. Et progressivement, eh bien, en gardant ma découpe à 3 véhicules, 100-200 points, eh bien, je remonte progressivement pour affecter tout en haut, avec un coût d'exclusion qui est bien plus fort, tous mes points. Ce que ça donne sur une instance qui est réelle, ici c'est un problème qui est assez compliqué, puisque en fait on va avoir des contraintes horaires, des contraintes de capacité et des particularités pour les différentes livraisons. Donc en fait, même si on conserve on a une volonté de l'utilisateur de conserver des tournées qui sont géographiquement cohérentes, eh bien on va devoir faire des compromis, puisque les contraintes horaires vont devoir sont pas forcément compatibles entre elles. Donc il va falloir échanger des points entre les différents clusters, entre les différentes zones. Donc là, c'est ce qu'on obtient sur ce secteur-là. On a donc affecté 921 points sur 29 véhicules, en conservant une certaine cohérence géographique, notamment à gauche avec les tournées violettes, orange et jaune, mais avec des croisements qui ne sont pas forcément impossibles. Un autre problème qu'on traite chez Mapotempo, là c'est plutôt Adeline qui s'en occupe, eh bien là c'est des problèmes sur un horizon de temps qui va de plusieurs semaines à plusieurs mois. On a des visites à effectuer qui sont récurrentes à des mêmes points de livraison, et il y a une fréquence qui va être variable selon les points de vente, sur les points de livraison et sur les différents produits qu'on doit livrer. Ces contraintes de fréquence ne sont pas nativement prises en charge par AirTools. En tout cas, il a du mal à améliorer les solutions qu'on lui fournit, puisqu'il n'a pas l'information qui lie les visites récurrentes entre elles. Du coup, dès qu'il déplace une visite, eh bien, il est bloqué par la visite suivante ou la visite précédente pour effectuer des mouvements. Donc, on a choisi de mettre en place une heuristique dédiée. Ce qu'on va faire, dans les problèmes les plus gros, eh bien, on va effectuer des découpages. En premier lieu, par véhicule. Éventuellement, si le problème est toujours trop gros,
par jour de travail. Donc ça, on l'effectue toujours avec notre version de Camins qui est modifiée. Et quand on va faire notre insertion, eh bien, on va insérer plutôt les points de visite avec les fréquences les plus élevées et générant le moins de détours possible. Avec ça, donc, on construit des tournées qui sont stables dans le temps sur notre période et on va effectuer des ajustements avec les visites qui sont les moins fréquentes. Qu'est-ce qu'on a effectué comme amélioration en 2019 ? Ça, c'est un projet qui a 3 ans à peu près. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a effectué comme amélioration ? Eh bien, initialement, pour pouvoir construire nos squelettes de tournée, on utilisait le principe du tour géant. Donc, on prenait tous les points et on faisait, en fait, on résolvait un problème de voyageurs de commerce pour pouvoir voir quel était l'ordre a priori le plus intéressant pour aller visiter l'ensemble de nos points. Ça, on a constaté qu'au final, dans notre construction, c'était pas forcément le plus pertinent, le plus intéressant. Donc on a préféré effectuer de la recherche locale dans la construction de nos tournées. Également, nos clients maintenant peuvent nous transmettre une tournée initiale, enfin un ensemble de tournées initiales, donc d'une solution de départ, avec toute leur période, avec les visites qu'ils veulent faire, avec la fréquence telle qu'ils l'ont définie, éventuellement provenant d'une résolution précédente, et sur lesquelles ils vont pouvoir insérer des visites supplémentaires, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas où ils vont effectuer de la resectorisation. Également, pour pouvoir résoudre les tournées, en tout cas affiner notre résolution, suite à la construction heuristique, eh bien on va appeler ORTools pour pouvoir affiner nos tournées, nos routes individuelles. Ce qui donne un résultat comme ça. Donc là, c'est la découpe par véhicule sur Paris. Également, là, ça va être une découpe par jour de la semaine. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a encore un problème avec notre algorithme Camins modifié. Eh bien, c'est que par exemple, sur le petit cluster de points tout à droite, on va voir des points qui devraient être normalement placés sur le cluster de gauche. Et du coup, on essaye de revoir ça pour améliorer notre sectorisation et pour les tourner sur un jour de la période. Voilà ce que ça donne. Donc là, les livreurs, ils n'ont pas des secteurs qui se recouvrent et ils vont chacun de leur côté. Donc les améliorations à venir sur cette année, entre autres, donc ça va être l'amélioration du clustering. Là, on veut complètement faire table rase sur ce qu'on a fait et voir ce qui existe et ce qu'on pourrait effectivement mettre en place pour avoir un clustering qui correspond à nos besoins. Sur l'approche dichotomique, on va améliorer l'affectation des véhicules, pas forcément être sur de l'aléatoire dans notre montée ou même tout en bas, et également améliorer le calcul du coût d'exclusion. Sur les problèmes de périodique, on voudrait mettre en place des opérateurs pour les problèmes justement d'espacement de visite, que ce soit d'ailleurs sur ORTools ou sur Vroom. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Ok, merci. On a le temps pour une ou deux questions. Vous utilisez ORTools parce que c'est gratuit, du coup ça coûte pas cher, mais les performances sont quand même moindres que certains autres solvers commerciaux. Vous avez testé ou pas pour les passages aux échelles et le coût après à répercuter? C'était justement le sujet de stage de Michael. Quand il est arrivé chez Mapotempo, on a essayé les solutions Ciplex et Local Solver, donc sur les versions précédentes. À l'époque, en tout cas, on avait des performances en termes de rapidité pour trouver des solutions de bonne qualité qui étaient moindres par rapport à ce qu'on pouvait trouver avec ORTools. Donc en fait, c'était pas pertinent pour nous de passer sur des solutions commerciales, puisque en fait, on a des problématiques de temporalité qui sont extrêmement courtes. Ok, bon, sinon on profitera de la pause pour poser toutes les questions qu'on veut à Gwenaël. Donc merci encore.